Maintenant, le chiffrement n'est qu'un exemple. C'est beaucoup plus compliqué. On fait du chiffrement. On fait du chiffrement sur plusieurs choses. Les données sont chiffrées sur les disques. Mais après, on complique la vie des gens en interne. D'accord? D'abord, je vais vous donner quelques exemples. Je ne peux pas tout vous dire de ce qu'on fait, mais je vais vous donner quelques exemples de ce qu'on fait. D'abord, dans le data center, quand vous regardez la taille d'un data center chez Microsoft. D'accord? La taille d'un data center chez Microsoft, c'est entre 10 et 20 terrains de football. On voit de quoi on parle. D'accord? C'est des centaines de milliers de serveurs. Dans lequel il y a 5 personnes qui travaillent. 5 personnes. Y compris l'agent de sécurité. Pourquoi? Parce qu'on automatise. On sait que les fuites sont humaines. Donc qu'est-ce qu'on fait? On enlève le risque humain en mettant des ordinateurs qui contrôlent et des logiciels. Donc nos systèmes, déjà à la base, dans un data center chez nous, il y a très peu de gens qui travaillent. On a éliminé le risque. On a réduit le risque humain. C'est 4 ou 5 personnes, on a fait tout ce qu'il faut pour nous assurer de leur recrutement, de leur formation, etc. Puis après, il y a des caméras partout. À chaque fois qu'ils font quelque chose, on le sait. À chaque fois quand ils rentrent dans une salle, on le sait. C'est le médecin. Bon, c'est le point de détail. Mais le plus intéressant, c'est que quand ils regardent, pour rentrer dans le serveur, il y a des serveurs, il y a des disques, etc. Ils ne savent pas ce qu'il y a dedans. Ils ne savent pas que c'est des données de tablette. Ils ne savent même pas si c'est Office 365 ou Azure ou Bing ou Skype ou Hotmail qui tourne là-dedans. Parce qu'on en a 200 des services. Donc déjà, s'il veut voler quelque chose, il ne sait pas ce qu'il est en train de voler. S'il y a rien, il ne sait même pas. C'est chiffré, il ne sait pas. Vous voyez? Parce que c'est géré par quelqu'un d'autre qui ne se trouve même pas sur le site. Et celui qui se trouve, il n'a pas accès au disque. Et il a accès à ça par des logiciels. Et ces logiciels, on lui contrôle ce qu'il a accès. Donc il ne peut pas tout faire. Il ne peut pas prendre vos données, c'est pas possible. Donc on a fait en sorte de limiter ce type de risque, ce que typiquement une entreprise normale n'a pas l'expertise de faire. Normalement. Pourquoi? Parce que nous, on a pensé à ces problèmes-là. On a pensé à autre chose. Enfin, on a pensé au fait que, par exemple, quand vous écrivez une application qui tourne sur Azure, chez nous, cette application ne peut pas toucher celle de taille. Et pourtant, ils tournent toutes les deux sur Azure. C'est important. Parce que si vous pouvez le faire, vous pouvez le hacker. Donc on peut imaginer que les hackers disent nous, il y a une question de business model qui est importante. Et là, je reviens à cette histoire de gratuit, pas gratuit, etc. Certaines entreprises, comme Microsoft, vendent des produits. Azure, il est payant. Office 365, il est payant. Avec un prix qui est affiché et le prix de France. Et ça, c'est parce que c'est comme ça qu'on gagne de l'argent. Donc, ce qu'on vous donne, mais ce que vous mettez dans votre bout du coffre, on ne sait pas ce que c'est. Vous rentrez, vous avez un coffre à l'intérieur de notre coffre-fort et vous mettez dedans ce que vous voulez. Vous pouvez mettre des bijoux, de la drogue, de l'argent, je ne sais pas. C'est votre problème. On s'en fiche. Parce que ce sont vos données qui sont précieuses et nous on n'en fait rien. À part offrir le service. C'est-à-dire monter en puissance, stocker, recovery, backup et tout le travail. Ça c'est notre business model. C'est ça qu'on vous vend. D'autres entreprises, elles vous donnent le service gratuitement ou avec un tout petit prix, parce que ce qui les intéresse, c'est d'accéder aux données. Donc ils ont des moteurs, ce ne sont pas des êtres humains. Attention, ce ne sont pas des êtres humains. Ce sont des moteurs qui analysent vos données et qui en font quelque chose. Soit ils vendent de la publicité, soit ils font autre chose. Il y a des business models derrière l'analyse de vos données.
Donc ils savent ce que vous faites. Vous écrivez un mail, ils l'analysent, et ils disent, tiens, il aime les chaussures, je lui affiche une publicité de chaussures. Parce que c'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent. Donc vous avez l'impression que vous ne payez pas cher, ou vous avez l'impression que c'est gratuit. C'est pas si gratuit que ça, parce que quelqu'un d'autre, parce que vous donnez votre à l'entreprise qu'elle vend ou qu'elle monnaie à d'autres entreprises. Mais ce ne sont pas des individus. Attention. Ils touchent. Ce sont des logiciels. Ce sont des machines et des logiciels qui font de l'analyse de ces données pour pouvoir faire ça. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que quand vous regardez le Android Store, en 2012, il y a des chercheurs en Californie qui ont comptabilisé qu'il y avait 350 000 applications sur le Android Store qui étaient du code malicieux. C'est-à-dire du code qui fait plus que ce qu'il vous promet de faire. Vous téléchargez l'application, gratuite, elle vous dit je ne sais pas quoi, le service qu'elle vous offre, la météo, mais en même temps, elle va piocher vos contacts, envoyer des SMS sans que vous le sachiez, peut-être lire des applications d'autres, pas importe. Elle fait ce qu'elle n'est pas censée faire. Elle vous dit, je vous donne la météo gratuitement, ah c'est génial, c'est un super service, je ne fais pas la météo gratuitement, et en même temps, elle vole ce que vous avez sur votre téléphone. Et le succès d'Android a été celui-là. Pourquoi? Parce que c'était très facile d'écrire des applications, on les déploie, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de sécurité, il n'y a rien du tout, et puis tout le monde dit ah, tout est gratuit, tout est beau, tout est mignon. Mais la réalité, c'est qu'il y a un marché organisé, orchestré, et les chercheurs ont trouvé ça, 350 000 applications de code malicieux. Parce que la conception d'Android le permettait. Nous, on a pris un temps pour dire non, on ne peut pas permettre ça. Alors, nous, quand on a fait Windows Phone, certains ça c'est une question de principe, mais une application dans Windows Phone ne peut pas toucher une autre application dans Windows Phone. Elle ne peut pas aller lui voler ses données. C'est impossible. Par conception. Elles s'exécutent dans un container étanche. Elles ne peuvent pas toucher une autre application. Elles ne peuvent pas lui voler des données. Elles ne peuvent pas installer un malware. Elles ne peuvent pas changer de niveau de privilège, etc. D'accord ? Ça, pourquoi? Parce que les entreprises qui sont notre cible principale initialement, c'est ce qu'elles veulent. Imaginez des applications entreprises sur un téléphone. Si les applications entreprises, un salarié vient, et c'est là le concept de la mobilité, je viens, je prends mon téléphone, j'installe mon application de ressources humaines, et j'installe une application de météo gratuite. Et il ne faut pas que l'application de météo gratuite aille toucher l'application de ressources humaines et voler les données de ressources humaines de l'entreprise. C'est du n'importe quoi. On est d'accord? C'est du n'importe quoi. Donc il faut que ça soit fait de manière professionnelle. Il faut que ça soit... Et il ne faut pas que le développeur se pose ce type de questions. Il faut que ça soit naturel pour lui. Il faut... Vous voyez ce que je veux dire? Et donc d'une certaine manière, ici, la sécurité dans le cloud est importante. La sécurité dans le cloud est importante sur par principe, le cloud, c'est ça par rapport au non-cloud. Le non-cloud, c'est ça, et le cloud, c'est ça. Public ou pas public, d'ailleurs, une entreprise qui va mettre tout ça dans un cloud interne, d'accord, elle va mettre davantage, parce qu'elle va réduire ses coûts, donc elle va mettre davantage de sécurité. Maintenant, quand elle choisit ce niveau-là, qui est un cloud public, elle augmente son niveau de sécurité. Après, c'est le choix avec qui elle travaille. Est-ce que je travaille avec une entreprise qui manipule mes données ou je travaille avec une entreprise qui manipule pas mes données? Et il y a des règles, il y a des contrats, on lit les contrats, il faut regarder ce qu'on fait quand on achète des services. Donc il y a un équilibre sur les coûts, le cloud public coûte moins cher, par principe, et il y a des économies. Il y a des économies d'échelle qui sont évidentes aujourd'hui, qu'on a démontré de manière très spectaculaire. On a fait un ensemble de white paper pour le faire, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus. Mais, oui. Sur ce point-là, j'ai lu aujourd'hui un article, en fait je ne sais pas si tu as peut-être dit une semaine ou un mois, mais une étude a été faite concernant le cloud au Maroc. Oui. Ça s'est avéré par la suite que le cloud au Maroc, on peut dire que c'était un semi-échec. Vu que
on est arrivé à cette conclusion comme quoi les PME, les petites et moyennes entreprises, ils n'arrivent pas à réduire les coûts, à tirer les avantages du cloud. J'aimerais savoir si le cloud est efficace uniquement au niveau des grandes entreprises et des multinationales, ou bien s'il est réellement efficace au niveau des PME qui sont très nombreuses. Alors, je vais donner un exemple. Une entreprise qui veut faire de la gestion de relations clientèle. Elle veut faire un CRM. Mettre en place un CRM pour gérer ses clients, la relation avec ses clients, etc. On va simplifier, elle a deux modèles qu'elle peut choisir. Soit elle met un CRM chez elle, donc elle achète Microsoft Dynamics ou Oracle ou je ne sais pas quoi, j'ai un Cybele, on l'installe, on le gère et tout le tralala, ou alors je le fais dans le cloud. D'accord? Et dans le cloud, je vais appeler Salesforce.com, je vais appeler Microsoft CRM Online, pour citer quelques exemples. Si je le fais en interne, il faut que je sache déployer le produit, le customiser, acheter les serveurs, manager, recruter des gens, gérer la sécurité, gérer le stockage, gérer. Enfin, vous imaginez le truc, d'accord? Donc si je suis une PME, j'ai, je sais pas, 20 salariés, et encore, je suis une bonne PME, d'accord? Et je veux faire du CRM, il faut que je recrute toute une armée d'informaticiens pour le déployer, le gérer, le maintenir, blablabla. On est d'accord? Alors que si je suis TG Wafa Bank, ou si je suis Maroc Télécom, j'ai déjà mon armée d'informaticiens. Donc c'est plus facile pour moi, et j'ai déjà mon data center pour le faire. Vous me suivez jusque-là? Très bien. Maintenant, si j'achète un produit dans le cloud, j'utilise, imaginons que j'utilise CRM Online de Microsoft ou Salesforce.com. J'utilise un produit qui est déjà utilisé par des très grandes entreprises dans le monde. Donc en fait, j'arrive à, je peux, sur la partie gestion de relations clientèle, j'ai le même niveau de technologie que j'utilise que n'importe quelle grande entreprise dans le monde, petite ou grande, c'est le même. Et dans le cloud, c'est le même. Salesforce.com, c'est le même. CRM Online, c'est le même. Donc si je suis une petite entreprise, j'utilise le même produit que ce qu'utilise Cisco ou ce que j'utilise Coca-Cola. Vous imaginez? Alors que si je veux le mettre en interne, les coûts pour moi sont absolument impossibles, donc je ne le fais pas. Parce que je n'ai pas l'expertise. Qui est-ce qui va aller travailler dans une PME? Vous voyez, on a tous envie, mais la réalité, c'est qu'à un moment donné, la PME dit « moi, je ne peux pas ». Donc, le premier bénéficiaire du cloud, c'est les PME. Ce sont les PME qui bénéficient plus. Pourquoi? Parce qu'ils ont accès au dernier des technologies à un faible coût immédiatement et concurrencer n'importe qui de leur secteur, même le plus grand. Ça coûte combien? Ça coûte combien? Oui, ça coûte combien? Il y a trois produits d'après ce que vous avez présenté. Il y a le Product Instructor as a Service et les deux autres produits. Et je vais dire la messagerie par exemple. Est-ce que vous avez une tranche de... Non, mais c'est difficile. Ça coûte combien? Combien coûte une voiture? Ça dépend de la voiture. Et ça dépend du service. Exactement la même chose. Combien coûte un pantalon? Ça dépend du pantalon. D'accord? Combien coûte l'informatique? Ça dépend. Donc, si je prends, pour parler d'un exemple, si je prends, je vais faire de la messagerie. D'accord? Donc, je vais acheter Office 365, je vais acheter Exchange Online pour la partie messagerie. Je vais peut-être payer 10 ou 15 dirhams, je ne connais pas les prix par cœur, par utilisateur et par mois. D'accord? Si je l'achète chez Google, c'est un autre prix, chez d'autres services, c'est un autre prix, etc. Et j'ai tout le truc. Si je veux le faire chez moi maintenant, je dis, oh non, j'achète pas. J'ai besoin de messagerie, je ne peux pas vivre sans, je ne peux pas me déconnecter du monde, il me faut de la messagerie. Et qui est l'entreprise qui n'a pas de messagerie? Soyons sérieux, c'est un service de base aujourd'hui, c'est comme le téléphone, on a besoin de ça. Donc soit je l'achète dans le cloud, soit je dis, allez, j'achète mes serveurs, je recrute les gens, j'achète les licences, je déploie en interne, j'achète le stockage, je fais les réplications. Maintenant, les serveurs, ça génère de l'énergie. Il me faut de la climatisation.
Et ça coûte beaucoup plus cher. Par nature. Et les serveurs, ils tombent en panne. Il faut les remplacer. Les disques tombent en panne, il faut les remplacer. L'ingénieur informaticien tombe en panne de temps en temps parce qu'il est malade. Et quand il me démissionne et qu'il me laisse tout ce bazar dans les mains, il faut que j'en trouve un autre. Et qu'est-ce que je fais?